se retrouve pour ce 15e épisode des Snowsurf Podcast avec un vieux de la vieille du snowboard, Thierry Koons. Thierry a commencé le snow en 82, il a été pro-rider dans les années 80, une époque où des stations interdisaient encore de rider en snow. Il a créé une marque, Donuts, et lancé la division board de DC, avant de travailler pour Quicksilver sur la côte basque. Avec lui, on discute pas mal de l'histoire du snowboard, de Sims et Burton dans les années 80 aux années folles des compétitions avec Terje Akkonsen. On parle en particulier de Nidecker, qu'il a bien connu, puisque c'était son premier sponsor en 88, et qu'il est désormais directeur de la marque. On réalise cet entretien dans les murs même de l'ancienne usine Nidecker à Rolle, au bord du lac Léman, à une trentaine de kilomètres de Genève, qui abrite désormais les opérations du groupe. C'est parti pour 45 minutes de discussion avec un Suisse qui en connaît un rayon sur le snowboard. Thierry Koons. On dit Thierry Koons ? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux me dire, en général, on commence comme ça ce Snowsurf Podcast, où est-ce qu'on se trouve actuellement ? Alors là, vous vous trouvez chez Nidecker, aux headquarters qui sont basés à Rolle, en Suisse, au bord du lac Léman, juste en face de Thonon. Et plus précisément ? Dans notre showroom qui est destiné à nos meetings, mais aussi à la force de vente suisse, où on présente toutes nos collections. Et on a tous nos produits qui sont exposés dans notre showroom. Ouais, donc là, en fait, on est entouré de boots, fixations, boards, je sais pas, il doit y avoir une bonne soixantaine de boards, pareil, enfin ouais. On est en des murs en bois, et puis on est dans un hangar. On est à côté de l'ancienne usine historique de Nidecker, c'est ça ? On est dans l'usine historique, en fait. Ah d'accord, c'était ici qu'étaient les machines et tout ? Ici, dans cette salle-là, on était dans toute la partie justement de finition où on ponçait les semelles. Et puis de l'autre côté où sont nos bureaux, c'était la salle où on préparait tous les matériaux, les découpages. Il y avait toutes les commandes numériques qui étaient là. Et puis à côté, on avait toute la salle de presse. Ok, on va en reparler, mais toi, t'as connu cette usine ? Moi, j'ai plus que connu cette usine. Ouais. J'ai connu l'usine même avant cette usine-là, puisqu'en 92, elle a brûlé. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir Nidecker comme sponsor dès 88. Donc, je connais un petit peu l'entreprise de la famille. Et puis, en 92, on a reconstruit cette usine-là. Et moi, j'ai commencé à travailler dans cette usine en 95 en créant la marque Donuts Snowboard avec l'aide de mon sponsor de l'époque qui était Nidecker. Attends, on va beaucoup trop vite. On rembobine. T'es né où ? Tu viens d'où ? Et c'était quoi ta première journée en snowboard ? Alors, je m'appelle Thierry Koons. Je suis né en 71. Je vais fêter mes 50 ans cette année. J'ai commencé le snowboard en 82. Grâce au père d'un pote qui a ramené une planche Burton Performer de l'époque des US, et puis on a commencé à essayer de monter sur un snowboard à côté du chalet après une bonne journée de ski, et puis je me suis vraiment mis au snowboard corps et âme dès 84. Et c'était où ? Parce que tu étais genevois, toi, c'est ça ? Moi, je viens de Genève. Ouais, je suis né à Genève, donc j'ai commencé mes premiers pas de snowboard à Verbier, et puis après beaucoup dans les Grisons, à Lenzerheide, Valbella, qui est un peu le fief de Burton de l'époque, avec les créateurs de la SSBS, qui sont la Swiss Snowboard School, et puis il y avait toute une équipe justement dans les Grisons qui était très très active à l'époque là-bas. Et puis on a amené avec aussi une équipe de Genevois un peu le snowboard un peu plus dans nos régions et dans des stations par exemple comme Verbier, où à l'époque à Verbier le snowboard était souvent interdit. Ah ouais. Et comment ça se fait que des Genevois dans Verbier, je comprends, mais pourquoi Lenzerheide ? Parce que mon nom de famille c'est un nom de famille suisse-allemand. Et puis mes parents, mon père était suisse-allemand, donc et avait l'habitude d'aller dans les Grisons. Et j'ai passé pas mal de temps dans ma jeunesse dans les Grisons. Et c'est une région de Suisse que j'adore vraiment parce qu'il y a des stations juste incroyables là-bas. Et toi, tu parles suisse-allemand ? Je parle suisse-allemand aussi, ouais. Tu peux me dire un truc en suisse-allemand ? J'ai fait une partie de ma scolarité en suisse alémanique. Je vais dire Grüezi zusammen pour dire bonjour à tous. Ah ouais, mais tu parles couramment suisse-allemand, on peut pas savoir que t'es francophone ou ? Oui, on peut savoir que je suis francophone quand même, quoi. Et puis je dois avouer que je parle pas souvent suisse-allemand et encore moins l'allemand.
Et puis qu'avec le travail et surtout ma carrière professionnelle, je parle beaucoup plus facilement anglais que français. Et du coup, donc 84, tu te mets vraiment à faire du snow. Raconte un peu, donc là quand même 84, c'était les précurseurs, quoi. Il y avait quand même pas grand monde en snow. C'était difficile de trouver du matériel. Justement, on avait la chance d'avoir un pote. Son père voyageait beaucoup aux États-Unis, donc il nous ramenait les premières planches. Et puis il y avait 2-3 shops qui ont commencé très vite à faire du snowboard à Genève. Il y avait un magasin qui existe toujours, qui s'appelait Hofstetter Sport, qui aujourd'hui est vraiment le magasin de sport hyper luxe qu'on peut imaginer en Suisse, qui à l'époque étaient les premiers à amener justement des planches de snowboard, même des planches de skateboard. J'ai entendu pas mal de Français dans les années 70 qui venaient depuis Paris sur Genève pour acheter leurs premières planches de skate en Suisse, parce que la Suisse a toujours eu un lien très très étroit avec les États-Unis. Moi, j'aime bien dire que la Suisse est un peu la Californie de l'Europe, même si on n'a pas d'océan, même si on va avoir une vague tout prochainement à l'Aia. Mais en fait, la Suisse a une relation très très forte avec les États-Unis, due aux Nations Unies, par exemple, aux ambassades, etc. Donc il y a toujours eu un énorme mélange en fait entre la culture américaine qui est très très vite arrivé en Suisse, et c'est pour ça que le skate, le snowboard, c'est des sports qui ont tout de suite beaucoup marché en Suisse, et on est clairement, je pense, parmi les nations les précurseurs dans ces sports-là, quoi. Et donc voilà, il y a un historique là-dessus. Et puis donc on commençait à snowboarder assez tôt, et moi, 84, vraiment à fond de snowboard, où je faisais plus que ça. Tu regardais quoi, 84? J'avais une Sims. Parce que c'était la guerre encore à l'époque, Burton Sims, quoi. C'était surtout Sims qui était bien plus en avance que Burton. Burton, ils ont rattrapé les chevaux beaucoup plus tard. Jake était déjà beaucoup plus du côté, on va dire, piste. Et puis Sims a toujours été avec des modèles très très en avance sur leur temps. Et même encore aujourd'hui, si on regarde les planches Sims, que ce soit des blades, des switchblades, ce genre de planches, ou même les half-pipe qui sont arrivés un peu plus tard, c'est des planches qui sont complètement dans le shape et dans la structure moderne et actuelle encore. Contrairement à Burton, où les premiers performeurs, etc., sont un peu différents, les premiers cruisers. Quand tu les regardes aujourd'hui, tu les riderais pas, quoi. Ouais, c'est déjà lourd. Ils avaient du concave derrière parce que pour faciliter le passage de car à car, quoi, c'était un peu différent. Mais bon, c'est une période qui était assez intéressante parce que à l'époque, on regardait ce qui se passait, on essayait de prendre des informations, c'était très très difficile. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Donc aujourd'hui, on essayait d'apprendre comment faire du snowboard par nous-mêmes. Et puis on a commencé à bricoler tous nos planches dans nos garages en prenant du contreplaqué qu'on mettait dans la fontaine du village pendant 4 nuits pour qu'elle prenne bien l'eau, pour pouvoir la mettre en forme. On faisait des fixations, on prenait des tuyaux de plastique qu'on coupait en deux, on les chauffait avec les fers industriels pour essayer de faire des pseudo-formes. On utilisait des sangles de store et de rideaux pour s'attacher les pieds, quoi. C'était assez drôle. On se retrouvait en chaussettes après un saut parce que la planche elle partait avec les moon boots attachés dessus. C'était assez folklorique. Et tu as fait partie du coup, donc 84, tu avais 13 ans. Tu as fait partie assez vite des premiers pro riders, en fait. C'est la première génération de pro riders, ou il y avait déjà des mecs que vous regardiez Non, moi j'étais très jeune en fait. Donc forcément, j'ai clairement commencé très tôt, mais je suis clairement pas dans cette première génération de pro riders. En Suisse, on avait Fernandez qui était déjà beaucoup, qui était plus âgé, qui était à fond, qui était chez Sims. Il y avait Mickey Fru. C'était vraiment les premiers riders internationaux qu'on avait en Suisse. Moi, je fais partie, on va dire, de la deuxième génération de snowboarders avec des Camille Brichet, des Bertie de Nervo, tous ces gars que j'ai connus et que j'ai rencontrés dans des compétitions improbables, au Molaison, par exemple, qui est une petite station dans les Alpes fribourgeoises, où on avait une première compète de pipe en 86, si je ne me trompe pas, où un Bertie de Nervo, c'était son 3e jour de snowboard, il était en chaussures de ski, il essayait de faire un air, et puis on faisait des compètes où on se marrait tous, et puis après, tous ces gars-là, on s'est retrouvés, on a continué à rider, on s'est retrouvés
à faire le circuit AISF et faire des Coupes du Monde et continuer à rigoler ensemble. Et on continue toujours de rigoler ensemble. Ah ouais, du coup, ça, c'est quoi en gros ta trajectoire? Parce qu'après, t'es parti sur la côte ouest, mais entre-temps, t'as fait quoi sur un snowboard? Alors, moi, j'ai continué à faire mes études parce que j'étais dans une famille où le snowboard, c'était pas le sport le plus apprécié, on va dire. Tes parents, ils étaient des skieurs? Enfin, c'était quel genre? Mes parents étaient des skieurs. Mon père a adoré faire du ski toute sa vie. Il aurait rêvé d'être professionnel de ski ou de donner des cours, etc. Donc, c'est pour ça qu'il m'a jamais trop embêté. Par contre, on fait partie de cette garde, on va dire, où à l'époque, il fallait finir ses études. Et puis, quand on avait un papier en poche, on pouvait se permettre d'essayer de rigoler et puis de profiter de la vie. Mais pour mes parents et surtout pour ma mère, ça n'a jamais été un travail. Même encore aujourd'hui, je pense qu'elle ne sait pas vraiment ce que je fais. Et puis, elle se demande si j'ai eu un vrai travail, contrairement à une famille. Je viens d'une famille de banquiers où forcément, bah, c'est un travail qui est un peu différent. Donc, j'ai jamais vraiment eu le support de mes parents par rapport à ça, même si ils m'ont quand même bien autorisé de faire plein de choses. Mais disons que c'était pas Ouais, c'était pas génial, va rider. voilà, c'était faire du snowboard. Quand je leur ai dit, moi, à 17 ans, j'aurais pu tout arrêter, faire que du snowboard. Ils m'ont dit, t'es gentil, mais là, tu vas finir tes études, tu vas faire ton bac, tu vas aller faire une école de commerce, puis quand tu auras tes papiers, tu feras ce que tu veux, puis tu te débrouilleras dans ta vie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai commencé les Coupes du Monde assez tard. Les compétitions, j'en faisais quelques-unes, mais c'était plus pour voir les potes et puis passer des week-ends entre potes. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur le tour ISF, qui était la fédération de snowboard de l'époque, où voilà, j'ai fait des Coupes du Monde au Japon, aux États-Unis, en Europe. J'ai jamais été très bon en compétition. J'adorais faire des entraînements et puis tout lâcher aux entraînements. J'ai jamais été un très bon compétiteur. Puis aussi, j'avais la chance de pouvoir avoir un niveau pour aller en Coupe du Monde, mais j'aurais jamais pu prétendre à être champion du monde parce que j'avais pas les qualités techniques, surtout qu'à l'époque, les podiums, c'était souvent tout le monde se battait pour la deuxième place parce que Terrier gagnait tout à l'époque. Alors j'ai eu quelques petits résultats, mais ça reste anecdotique par rapport au nombre de compétitions que j'ai faites. C'était quoi ta spécialité? C'est quoi tes bons souvenirs? Moi, je faisais du halfpipe. Moi, mes bons souvenirs, ça a été quoi, j'en ai plein. C'est des compétitions dans des stations qui pensaient que le snowboard c'était comme le ski alpin. Là, par exemple, Madonna di Campiglio en Italie, où la première année ils avaient organisé une Coupe du Monde de snowboard. Ils étaient tout contents. Ils avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir tout le monde du snowboard. Et puis, ils s'étaient dit, mais pour la soirée d'inauguration, on va faire une soirée jusqu'en boîte de nuit parce que c'est des jeunes, ils font du snowboard, c'est super. Et puis, c'est open bar jusqu'à minuit. Et ils se sont pas rendus compte qu'en fait, tous les mecs qui arrivaient là-bas, ils ont défoncé le bar. On est sorti à minuit 00, il n'y avait plus une goutte d'alcool dans la boîte, ça piquait les bouteilles de champagne de partout, ça a été l'émeute. Et puis ils ont mis quelques années avant de refaire une Coupe du Monde à Madonna di Campiglio parce qu'en fait ils pensaient que c'était comme à la FIS et que c'était complètement différent. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi j'ai vécu les périodes où le sponsor du tour, c'était Ballantines. Donc juste pour dire que voilà, c'était pas les petits beurres, c'était du Ballantines. Donc forcément, on a eu des moments mémorables par rapport à justement cette partie. Et puis avec un niveau, et puis c'est surtout aussi la découverte de personnes qui faisaient des nouveaux tricks où on se posait des questions, mais comment il a réussi, comment il fait, qu'est-ce que c'est, on ne comprenait pas. Un Terrier, il faisait des runs et à un moment donné, on ne comprenait rien à ce qu'il faisait, quoi. On devait revoir, on s'arrêtait tous sur le haut du coping en le voyant s'entraîner. Puis voilà, ça a été toujours dans le côté festif, le côté cool. Et puis moi, je dois avouer que c'est ce qui m'a aussi fait bien marrer, mais à un moment donné, je me suis dit, voilà, quoi, c'est cool de faire des compètes. Tu seras jamais champion du monde, quoi qu'il arrive, même si au début, tu as toujours envie, quand tu fais une compète, de gagner la compète. Mais je me suis toujours dit, bon, écoute, ça sert à rien de t'éterniser là-dessus. Par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était
de développer des produits, de créer des nouvelles choses, etc. Et donc, à 25 ans, en 95, j'ai été voir Monsieur Nidecker, qui est le papa de Henri-Xavier Cédric. Et puis je lui ai dit, ben voilà, écoutez, moi j'ai envie de créer une marque de freestyle, une marque de freestyle polyvalente. Voilà mon idée. Vous, avec Nidecker, vous êtes une marque très mainstream. On va pouvoir attaquer des magasins un peu plus spécialisés, etc. Puis il a dit, bingo, vas-y, je te laisse les clés du bateau. On t'aide avec la prod, on te paye la prod, on te fait tous les trucs. Et puis bah, voilà, j'avais une très bonne idée, mais j'avais jamais fait de shape de ma vie sur aucune des planches. J'avais jamais fait de marque. J'avais jamais rien fait, si ce n'est une école de commerce où j'avais des bases de marketing qui étaient les bases de marketing et de commerce que tu peux avoir en sortant de l'école de commerce. Donc voilà, ça a été un super apprentissage. Ça, cette marque, c'était Donuts, que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas, mais voilà. Et moi qui ai commencé en 92, je comprends très très bien de Donuts. Donc voilà, c'était une petite marque qu'on avait faite. On arrivait à en vendre un peu partout dans le monde. Après, ça restait petit, mais quand je vois les quantités qu'on faisait à l'époque, c'était petit, mais aujourd'hui, ça serait déjà une marque beaucoup plus, beaucoup plus grande, avec les mêmes quantités. Et voilà, on a eu des riders français comme Fils Routin. On a créé des planches, les premières planches avec du chanvre. On a utilisé de la fibre de chanvre avec une vraie feuille de cannabis incrustée dedans, qui s'appelait le modèle Ultralight. Il y a plein de trucs qui ont été faits où je me suis vraiment éclaté à dessiner des planches, à penser à des choses. Puis j'avais la chance d'être dans une infrastructure avec une usine incroyable où on est aujourd'hui. C'est l'usine dont tu parlais. Exactement, où on arrivait à dessiner une planche. Le lendemain matin, on partait, on faisait le moule en bois, on faisait le proto. Puis l'après-midi, on pouvait aller rider soit dans le Jura, soit dans les Alpes, la planche. Et puis ça nous permettait d'inventer des choses complètement folles et puis de faire des tests qui aujourd'hui sont beaucoup plus compliqués à réaliser. Et puis on avait une équipe ici en interne qui était folle, quoi, avec Radiguet qui clairement est le mec qui m'a tout appris sur le shape, sur... Stéphane Radiguet qui a fait beaucoup de choses ensuite, dont Zag, etc. A commencé là. C'était le shaper officiel de Nidecker et on a fait des choses incroyables. Et c'est une personne qui était tellement pointilleux, tellement perfectionniste, qui l'est toujours, mais en tout cas à l'époque, et qui m'a vraiment appris en grande partie tout ce que je sais aujourd'hui sur le shape et sur les boards. Et ça a été pour moi clairement une personne qui a été très inspirante. Après, Monsieur Nidecker, j'aime bien dire Monsieur Nidecker parce qu'il s'appelle aussi Henri comme le fils. Ça a été aussi une personne qui était très dans la technique. On a passé des heures et des heures à faire des moules. Moi, j'ai fait des formes de moules dans les ateliers. C'était vraiment la belle époque où on avait un très bel outil de production, mais de l'autre côté, il fallait quand même faire des choses. Donc il y avait ce côté, on va dire, commerce, marketing, et ce côté très manuel et technique de mouler des planches, de faire de la sérigraphie. J'ai passé des heures et des heures à faire de la sérigraphie. Donc voilà, c'est que des bons souvenirs. Puis en 2003, on revient à 2003, mais excuse-moi, je t'interromps, mais ce qui me frappe un peu, et je ne connaissais pas du tout cette histoire, c'est que du coup, Donuts, c'est le premier spin-off de Nidecker, longtemps avant ce qu'on connaît aujourd'hui, les Jones, les Yes et tout ça, qui est devenu un modèle pour l'entreprise. Exactement. Ça a été clairement la première marque qu'on a faite au sein, on n'appelait pas ça le groupe, rien du tout, c'était vraiment, on a créé ça. Et puis après, en 2003, justement, on a dû un peu choisir. Moi, j'avais de la peine parce qu'en 2001, le père m'avait demandé de m'occuper encore du marketing pour Nidecker et tout. Ça a été pour moi 2 années un peu compliquées parce qu'il fallait pouvoir justement mixer entre ce que tu dois faire pour celui qui te paye ton salaire et puis ce que tu dois faire pour tes propres envies. Et puis c'est toujours un peu difficile parce que les bonnes idées, déjà, ça ne tombe pas tous les jours. Puis avoir une bonne idée, de toujours avoir ce duel entre est-ce que je le mets chez Nidecker, est-ce que je le garde chez Donuts, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Puis on avait aussi pas mal de pression des distributeurs qui disaient souvent mais pourquoi vous ne faites pas des décos comme à la Donuts chez Nidecker. C'était des grandes discussions un peu en interne un peu compliquées.
Puis en 2003, on a décidé de tout réunifier sous NDK, où on a vraiment lancé tout le côté freestyle chez Nidecker qui s'appelait NDK, avec aussi de nouveau des Stéphane Routin qui sont passés de Donuts à Nidecker. Il y avait un team Nidecker qui était à l'époque hyper fort aussi. Et puis en 2006, ça faisait quand même quelques années que j'étais dans la maison. Et puis j'ai décidé de partir. Et puis je suis parti pour aller travailler dans le Pays Basque. C'est là que tu as changé un peu d'élément, quoi. Ouais, en fait, pas vraiment. Parce que j'étais engagé par DC Shoes pour lancer la collection de snowboard qu'ils lançaient. Ce que j'ai fait pendant 6 mois. Puis au bout de 6 mois, Pierre Agnès, qui était le patron de Quicksilver Europe, m'a demandé de prendre le marketing pour DC, tout sport confondu, pour l'Europe. Et puis j'ai commencé à faire ça. Et puis on a eu les belles années de DC avec des projets qu'on a fait qui étaient assez dingues. Tu as quand même pris d'ici, c'était une marque anecdotique inconnue en France. Ouais, on a fait un chiffre d'affaires qui, à l'époque, faisait pas grand-chose pour faire quasiment, je pense, 8-10 fois le chiffre d'affaires que... quand je suis parti de chez DC, je pense qu'on faisait 8, en tout cas bien 8 fois le chiffre d'affaires que ce qu'on faisait quand j'ai commencé chez eux, quoi. C'était une marque en croissance, mais bon, c'est quand même... tu l'as pris à ce moment-là, quoi. Ouais, j'ai pris là. Après, on avait une équipe incroyable. Ça a été une période de ma vie qui a été hyper drôle parce que déjà, j'ai toujours dit que j'allais un jour habiter dans le Pays Basque. Enfant genevois d'un père suisse-allemand, tu savais qu'un jour tu descendrais voir les vagues. En fait, la première fois que je suis descendu dans le Pays Basque, je devais avoir 17 ans et je suis tombé amoureux de la région et j'ai toujours dit un jour j'habiterai là-bas. Et puis quand j'ai eu cette opportunité-là, j'avais d'autres opportunités de travail qui étaient beaucoup moins cool, mais peut-être beaucoup plus lucratif. Il y avait pour une marque de montre, pour le CIO, pour pas mal de petits trucs. J'avais pas mal de touches et puis j'ai décidé de partir dans le Pays Basque parce que j'avais envie de découvrir et puis de vivre le lifestyle du Pays Basque. Et puis bon, le siège de Quicksilver à Saint-Jean-de-Luz, c'est quand même un... Ouais, après ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi un attachement très particulier avec Quicksilver. Parce que c'était mon sponsor de l'époque en habits quand je faisais des Coupes du Monde et j'ai signé chez eux, c'était en 92. Donc forcément, voilà. Moi j'ai toujours été assez fidèle avec mes sponsors, travailler pour eux, essayer de rendre l'appareil un peu. Et puis voilà, j'ai fait le marketing d'ici pendant quelques années. On a créé les Shred Days, les snowparks, d'abord aux Ouches, à Era 43, et puis après à Meribel. Moi j'avais une équipe avec moi qui était incroyable. Le développement du snowboard, tu suivais de près ou tu déléguais? En fait, moi en fait je m'occupais du marketing pour tous les sports. Et puis après, avec moi, j'avais une équipe où on avait, chaque personne était responsable d'un secteur chez DC. On avait Ruben Garcia qui s'occupait du skate, qui était quand même à la base, qui est toujours le plus gros morceau de chez DC. Mais après, tout ce qui était snow, qui était très très fort, parce que Ken Block, on va pas refaire tout l'historique de DC, mais avec le Mountain Lab, nous on avait créé notre lab justement avec ARA 43. Alex Maillet, qui est aujourd'hui chez Ruka, c'était lui qui s'occupait de tout ce qui était snow. Après on avait tout ce qui était lifestyle, on avait une galerie d'art à Paris, on a vraiment eu les belles années avec Manu Labadi qui s'en occupait. Et puis j'avais toute une équipe avec moi qui était hyper enthousiaste, efficace. On a fait des trucs aussi assez de dingo quand on y pense. Et puis après en 2013, il y a eu pas mal de changements au sein du groupe. Ça a été racheté, ça a été refondé, reboosté. Et là, on m'a proposé de m'occuper de tout ce qui était snow pour le monde, donc global, marketing snow pour Quicksilver, Roxy et DC. Et puis j'ai fait ça jusqu'en 2015 où
où après, les enfants Nidecker sont venus discuter avec moi pour me rappeler. dire écoute, ça serait cool, on a plein de projets, on a lancé Yes qui commence à bien marcher, on a Jones qui est à fond, on a Now, mais bon, la marque Nidecker, ça fait longtemps que on s'en occupe pas trop parce qu'on a tellement de choses à faire avec toutes les autres marques, mais on aimerait quand même qu'elles soient présentes, puis qu'elles soient représentatives, etc. Donc ils m'ont demandé de venir réorganiser un peu le truc et puis de relancer clairement la marque Nidecker. Et puis après, moi je suis arrivé fort de mon expérience aussi. Et toi, 2015, c'était des années où t'avais eu ta dose de Sud-Ouest, on va dire, t'avais envie de retrouver ton pays ou... Non, alors honnêtement, si je rêverais de retourner dans le Sud-Ouest, les raisons qui m'ont fait bouger, elles sont multiples. Elles sont déjà par l'intérêt du travail et du challenge. Je pense que je dois clairement quelque chose à Nidecker. C'est eux qui m'ont sponsorisé les premiers, c'est eux qui m'ont permis de vivre tout ce que j'ai vécu, d'apprendre, de lancer des notes. J'avais aussi cette envie de pouvoir redonner un peu quelque chose à une marque qui m'avait tellement donné et sans forcément trop attendre de moi. Donc j'avais vraiment envie de remettre ça. C'est une marque qui clairement me parle énormément puisque je l'ai connue depuis presque le début. Et puis voilà, c'était un nouveau challenge. J'avais envie de bouger. Chez Quicksilver, il y a plein de choses qui étaient là, qui s'étaient mis en place, pas mal de politique. Et moi, je suis pas forcément la personne la plus à même de faire trop de politique. Donc j'estime que quand on engage quelqu'un, il doit dire ce qu'il a à dire, que ça plaise ou que ça plaise pas. Puis après, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, on doit le faire ou pas, mais au moins qu'on écoute un peu les personnes. J'ai eu un peu des frustrations à gauche, à droite, mais bon, ça, je pense que c'était aussi avec tout ce remodelage de l'entreprise, ce gros groupe, c'était toujours un peu compliqué. Une relation aussi un peu parfois conflictuelle avec les États-Unis, parce que même si tu avais le lead, tu devais toujours te mettre les ricains dans la poche, etc., etc. Bon, c'était un peu plus compliqué. Et puis c'était un projet qui m'intéressait. Puis après, au niveau personnel, il y a aussi quelques raisons qui m'ont fait avoir envie de revenir en Suisse, même si j'ai un attachement très fort avec le Pays Basque. J'ai encore une maison là-bas, j'aime passer beaucoup de temps là-bas. J'adore surfer, c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui ici. Et puis voilà, j'ai aussi une famille ici maintenant, dont ma fille est née dans le Pays Basque, ma femme vient du Médoc. C'est une personne qui adore surfer, qui n'est pas ultra fan du ski ou du snowboard. Donc voilà, il y a plein de choses, mais aujourd'hui on essaie d'allier les deux. Et c'est une des raisons, quoi. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on est revenu en Suisse. Et puis c'est le challenge qui a été un super challenge parce que voilà, ça te parle, tu prends les choses assez personnellement, c'est pas que travailler pour une marque. Ouais, c'était quoi le challenge? Parce que ça en était où, Nidecker, il y a 6 ans quand tu l'as repris, et ça en est où maintenant? Alors, Nidecker, c'était une marque qui avait été un peu mise à l'abandon parce que les trois frangins qui bossent corps et âme, et c'est aussi la beauté aussi du groupe Nidecker par rapport à des autres grands groupes, c'est que comme c'est une entreprise familiale, les choses se disent, on fait des boards, on est 5 dans le board aujourd'hui avec les trois frangins plus David Fernandez. On se dit les choses, on peut avancer, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais au moins on avance, on prend des décisions, il y a beaucoup de transparence, ce qui n'est pas toujours le cas dans les grands groupes. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses. Puis quand j'ai repris le lead sur Nidecker, c'était vraiment une marque qui était faite après avoir fait Yes, après avoir fait Jones, après avoir fait tout le monde. Et puis c'était une marque qui était un peu restée un peu à l'abandon et qui était un peu aussi au niveau de la distribution, qui était distribuée en Suisse, en France, parce que c'est vraiment les deux marchés historiques de la marque. Mais après, au niveau de l'expansion au niveau mondial, c'était beaucoup plus compliqué. On avait quelques touches à gauche, à droite, mais c'était vraiment pas. C'était plus la grandeur de Nidecker. Oui, sachant que moi, qui ai commencé en 92, j'ai eu une Babs comme plein de gens des années 90. Quand est-ce que c'est né, Nidecker? Ça date de quand exactement? Alors, l'entreprise, elle existe depuis 1887, donc 135 ans, mais on est dans le snowboard depuis 1984. Et avant, il était dans le ski, dans le monoski, etc. Donc,
Ouais, depuis 84, donc ça fait quand même quelques années. Et puis, dans les années 90, milieu des années 90, Nidecker, c'était la deuxième plus grosse marque de snowboard au monde après Burton, quoi. Et aussi parce que historiquement, il y avait tout l'alpin et qui représentait beaucoup de choses. Et puis cet alpin, quand ça a commencé à disparaître fin des années 90, avec le snowboard qui s'est focalisé sur le freestyle, sur la nouvelle génération, parce que plein de marques ont trouvé intéressant, surtout les marques de ski, de focaliser sur un public cible et puis plus du tout de s'ouvrir comme ça l'était dans le début des années 90 avec de l'alpin, du freestyle, du all-around et puis du border cross, etc. etc. Tout s'est concentré sur le freestyle. Puis une marque comme Nidecker qui était leader dans l'alpin a passé de marchés comme l'Allemagne où 80% du marché allemand c'était de la plaque à zéro. Il y a plein de pays qui ont été dans le même cas, la France par exemple aussi, où l'alpin et la plaque étaient très très populaires, et puis tout d'un coup c'est passé à la trappe. Et puis après, Nidecker avait aussi une étiquette un peu mainstream, grand public, parce que ça a été la première marque de snowboard européen à aller discuter et vendre des produits dans des gros distributeurs de sport, type Decathlon, type Go Sport, etc. etc. Ah, moi, je me souviens, j'ai acheté ma Babs Intersport, je crois, à Toulouse, en 94-95. Le problème, c'est que quand tu es une entreprise ou une marque et puis tu es le premier à rentrer dans ce genre de canaux de distribution, tu es étiqueté à tout jamais, marque mainstream. Un peu planche à papa. Hein. Planche à papa, pas cool, etc., etc. Donc voilà, ma mission en 2015, c'était de redynamiser tout ça. Et ça a pris, ça continue, hein, on est en 2021, je continue avec ça. Et puis je pense qu'on a quand même clairement beaucoup avancé. C'est quoi ton indicateur de performance? C'est le nombre de boards vendus? C'est le nombre de pays touchés? C'est quoi? Moi, il y a plein d'indicateurs. Après, le nombre de planches, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Parce que pour moi, c'est pas forcément ce qui est le plus représentatif. C'est plutôt le niveau de gamme qui est vendu et quel pays on touche. On est passé en 2015, quand j'ai repris Nidecker, on vendait 0 planche aux États-Unis, 0 planche au Japon. Aujourd'hui, notre plus gros marché, c'est le marché américain. Donc c'est des performances comme ça qui, moi, aujourd'hui, m'intéressent. Parce que... Et puis c'est pas de vendre des parcs de location, c'est de vendre des boards un peu haut de gamme. Exactement, pas forcément haut de gamme. Moi, j'ai jamais été pour pousser trop le haut de gamme chez Nidecker. J'ai eu plein de stratégies qui ont fait que je voulais changer. En fait, moi, il y a deux choses qui m'intéressent et qui m'intéressaient aussi beaucoup au début. C'est de changer la perception de la marque. Donc, comme tu disais la planche à grand-papa ou la planche à papa. J'ai créé une gamme qui s'appelle la gamme Snow Surf, qui a été justement en 2015 la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé chez Nidecker. C'est une petite gamme de planches que je voulais avoir, parce que c'était des shapes qui je trouvais manquaient dans le snowboard en règle générale, qui me ressemblent aussi, qui sont inspirés du surf, parce que voilà, c'était des 10 ans passés dans le Pays Basque, ça marque, et puis on a envie de retrouver. Puis ce côté snow surfing, surf des neiges, que Nidecker a connu au début de son histoire dans les années 80. Et ça a été le premier, on va dire, truc que j'ai fait pour justement montrer à toute la communauté de snowboard qui, par exemple, dans des salons comme ISPO, passait à travers les stands, puis voyait Nidecker, continuait son chemin, puis allait s'arrêter chez Jones, s'arrêter chez Yes et tout. Là, on avait vraiment les mecs qui se sont arrêtés, ils ont dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Je me souviens très bien d'avoir été une de ces personnes. Etc. Qu'est-ce que c'est putain, du snow surf ah ouais, c'est bizarre. Pourquoi vous appelez ça comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on a beaucoup réussi à travailler ça. Moi, je me suis inspiré beaucoup du Japon. J'ai eu la chance de voyager dans le Japon, pas mal de fois au Japon. Et j'avais vraiment envie d'avoir ce côté très snow surfing. Donc, c'est la première chose que j'ai faite pour attirer, en fait, en gros, toute cette industrie qui regardait plus forcément Nidecker dans les yeux. Et puis, à travers ça, petit à petit, on a recommencé à tout retravailler,
tout le branding de la marque, on a changé le logo, on a changé le positionnement, on a changé tous les graphismes, on a recréé plein de petites structures de planches, plein de petites choses au fur et à mesure, en fait, des petites séries. Donc les Snow Surf, c'est la deuxième génération aujourd'hui. On a créé tout ce qu'on appelle les Classic Series, qui sont des anciens graphismes avec des nouveaux shapes. On a relancé un monoski. Pour l'année prochaine, on a une paire de skis en collaboration avec Movement. On a créé une nouvelle série qui sort l'hiver prochain qui s'appelle Instinct Series, où on a beaucoup travaillé dessus, qui utilise le biomimétisme, qui est l'inspiration de la nature, l'étude de la nature, et essayer de trouver des techniques justement pour améliorer les performances à travers la nature. Les choses les plus connues dans l'univers, c'est par exemple les trains japonais qui vont très vite. Ils ont utilisé la forme du bec d'un oiseau pour justement pouvoir traverser les tunnels sans qu'il y ait de bruit, les ailes d'avion qui sont relevées comme les ailes d'aigle. On a vraiment commencé à travailler sur ça en essayant de dire ok, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on veut faire. Et voilà, c'est des process qui sont hyper intéressants parce que ça va au-delà de dire je fais une planche à 399 pour ce client cible, pour ce magasin-là. On essaye de s'éclater aussi comme ça et d'aller chercher des autres clients et puis d'aller titiller justement des gens qui ne sont pas forcément des Nidecker mainstream riders avec des gens qui vont avoir un peu de curiosité, un peu d'intérêt, puis voir que les choses avancent et marchent. Tout en gardant quand même cette identité Nidecker qui est quand même hyper ancrée, quoi. Toute une génération a grandi avec ces boards. Ah mais complètement, et on ne veut pas changer. Moi, je ne changerai jamais rien. Je suis hyper fier des Nidecker. Je veux dire, il y a des boards là, je vois encore, il y a des Megalight, il y a des boards qu'on connaît bien, quoi. On est resté complètement ancré là-dedans. Mais par contre, voilà, on a été aussi chercher des petites nouveautés. On a été apporter des choses que l'industrie n'a pas forcément l'habitude de faire. Et ce qui est assez drôle, c'est que historiquement parlant, Nidecker a toujours été dans cette manière de penser. Il y a plein de gens qui ne savent même pas un millième de tout ce que Nidecker a apporté dans le snowboard à l'époque. Un exemple concret, les inserts 4x2. Donc à l'époque, tout le monde, quand on a commencé à mettre des inserts au centre des planches, c'était 4x4. Mais le 4x2, c'est quelque chose qu'on a développé chez Nidecker. On a été les premiers à les mettre sur le marché. Aujourd'hui, c'est un standard pour toute marque de snowboard. Et voilà, ça fait partie de... Quelle année ça, tu dirais ? J'ai envie de dire, ça doit être 93, peut-être 92, 93. On a été les premiers à faire des constructions mix cap sandwich. On a été les premiers. On parle aujourd'hui de rocker. À l'époque, la planche de freestyle, on avait déjà du rocker, mais on appelait ça le double flex control. Mais aujourd'hui, c'est un rocker. Il y a plein de choses qui ont été faites qui aujourd'hui n'ont jamais forcément été marketées parce que ça fait partie justement de peut-être ce côté très suisse. On ne dit pas grand-chose, on fait les choses et puis on n'a pas envie de forcément le crier sur les toits. Mais il y a plein de choses qui sont là et c'est assez amusant de voir aujourd'hui l'industrie du snowboard qui est là. Ouais, on a créé un nouveau truc incroyable. Puis tu es là, tu es gentil, mais ça existait depuis 15 ans, 20 ans, etc. Donc voilà, on essaie quand même d'aller chercher de la nouveauté, d'aller chercher des nouvelles histoires. Et puis, Sachant que toi, quand tu es arrivé en 2015, tu retrouvais une boîte que tu connaissais bien, mais qui avait complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, vous êtes 5 au board du groupe Nidecker. Il y a les 3 frangins donc, qui s'occupent chacun de marques différentes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marques. Donc quand tu crées un truc avec Nidecker, la marque Nidecker, tu es aussi dépendant de ce qui se passe chez les autres. Je veux dire, aujourd'hui, Jones et Nidecker sont à peu près kiff-kiff, je dirais, en vente mondiale. Tu peux pas non plus aller trop jouer sur le terrain de Jones ou aller trop chercher du Yeti. Enfin, faut que tu fasses du Nidecker qui soit différent des autres marques, quoi. Exactement. Donc aussi ce challenge et cette contrainte. Voilà. Après, nous, c'est ça qui est aussi assez intéressant, on va dire, dans la culture de notre entreprise. C'est que oui, on a un board. Aujourd'hui, on positionne les marques. On fait en sorte qu'on évite de se marcher les uns sur les autres.
ce qui est un peu normal. Après, aujourd'hui, là, on parle de 5 marques, mais en fait, on est 9 marques dans le groupe. Il y a encore Battalion, il y a Rome, etc., etc. Par contre, nous, au niveau du board, on parle beaucoup on va dire, de stratégie de groupe, mais en aucun cas, on va aller trop dans le détail de marque. Et après, Xavier, qui s'occupe par exemple de Jones, nous, on se montre très rarement les décos, on se montre très rarement nos histoires. Généralement, on attend jusqu'à une semaine du sales meeting pour dire regarde ce que j'ai fait, ou on lui donne le catalogue en dernier moment. On le fait tous parce qu'on n'a pas envie, déjà de se copier, parce que voilà, c'est assez simple de copier l'un ou l'autre pour les bonnes idées. Et puis après, on essaye de faire justement des positionnements de marques qui sont quand même bien différentes les unes des autres, même si on sait très bien qu'il y a plein de marques qui s'inspirent, parce que le côté snow surfing, c'était 2015 pour Nidecker, c'est venu juste un peu après aussi avec toute la série Christensen avec Jones. Forcément, un mec comme Jeremy, il a regardé ce qui se passait ailleurs, mais pas plus que ce qu'on va regarder chez Burton, chez Nitro, chez les autres. C'est l'industrie qui, quoi qu'il arrive, se regarde. Mais par contre, nous, on a une règle en interne, c'est justement d'éviter de se copier. Et puis si un a une bonne idée, souvent on lui laisse la primeur de faire cette bonne idée-là parce que voilà, on va pas dire ah c'est un super truc, non tu le prends pas pour yes, on va le mettre chez une Decker ou vice versa. Chacun fait ses trucs dans son coin, on monte nos trucs à la fin. Après chaque marque a vraiment son univers de jeu. C'est clair que même si on retrouve par exemple des modèles en bois chez Nidecker, on va pas dire on va faire comme Jones, on va mettre du bois partout parce que ça marche chez Jones, on va faire du bois partout. Donc vous voilà. essayez de trouver votre truc. Exactement. Puis après on a des clients qui sont différents d'une marque à l'autre, des positionnements de prix qui sont différents. Et puis des histoires qui sont complètement différentes d'une marque à l'autre. Puis c'est le challenge et c'est ça qui est beau. Et puis c'est ça qui est hyper intéressant dans cette entreprise, c'est qu'on adore s'embêter les uns avec les autres. Ouais, j'allais te dire ça. Comment ça se passe? Parce que Jones a quoi, 11 ans, donc c'est une marque assez jeune, même si c'est une des marques qui a vraiment remis au centre du game le groupe Nidecker. Comment ça se passe quand tu vois les ventes de Jones, qui je pense sont plutôt en énorme croissance depuis sa naissance? Est-ce que c'est un truc ça t'énerve, ça te titille? Comment ça marche chez vous? Il y a du challenge ou... Moi, personnellement, alors tant j'ai été mauvais compétiteur au niveau snowboard, tant aujourd'hui je suis un grand compétiteur au niveau de la performance des marques. Après voilà, on a chacun de nos bébés, forcément... quand un autre cartonne, il y a de la jalousie, quoi. En tout cas, moi, c'est sûr que souvent ça m'énerve. Je suis là, mais putain, mais ils ont réussi mais comment ils font? Mais putain, ça t'énerve. Par contre, voilà, je pense que l'image, elle est vraiment comme l'entreprise le dit. Et c'est Henri Junior qui l'a dit une fois, et je trouve que c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, on est comme des frangins, en fait. On est tous en compétition les uns les autres. Par contre, si un a besoin de l'autre, on sera toujours là pour l'autre. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, la force de cette entreprise. C'est que, ouais, on n'aime pas quand l'autre performe plus que ça, parce qu'on aimerait que ce soit nous-mêmes qui performions. Mais au même titre que j'emmerde parfois Jones, parce que j'arrive avec une nouvelle construction, puis ils sont là, putain, merde, on aurait dû faire ça chez nous. Au même titre que je vois des produits Yes, puis je dis waouh, putain, mais c'est incroyable, leur nouveau shape là, il est juste fou. Merde, pourquoi j'ai pas fait ça chez Nidecker? Il y aura toujours ça, mais c'est vraiment sain parce qu'il n'y a pas de. On va pas faire le coup de pute pour passer l'un devant l'autre. Si par exemple on fait un deal pour un jeu vidéo, on va dire attends, mais il n'y a pas qu'une marque, il y a toutes les marques. Donc on essaie vraiment de s'entraider tous les uns avec les autres. Et, ça va être ma dernière question parce que l'heure tourne quand même. Mais c'est une question un peu piège. Je sais pas comment tu vas y réagir, mais pour toi, c'est quoi un bon snowboard aujourd'hui? Tu vois, est-ce qu'on doit parler de technique, de feeling? Est-ce que tu parlais des boards de Sims du début des années 80? Moi, j'ai tendance à dire que si tu prends une board d'il y a 10 ans, moi, je mets bien au défi des gens de trouver une différence de ride. Tu vois, bon, aujourd'hui, on ridait avec Xavier et Tom
à Morgin dans de la bonne poudre. J'ai gradé une super board, hein. J'étais très très bien sur la Stratos, elle était géniale, mais je veux dire, ouais, c'est bon. Je remets tout ce que j'ai posé comme question après, mais c'est quoi pour toi un bon snowboard aujourd'hui? Alors, je pense que, en tout cas pour mon point de vue, il y a une grande différence entre les marques et entre les feelings. Forcément, je vais prêcher pour ma paroisse, mais moi j'ai la chance chez Nidecker de travailler avec Antoine Floquet, qui fait beaucoup de shapes pour Nidecker. On parle beaucoup sur les shapes ensemble, parce que moi malheureusement j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Et puis aujourd'hui il est bien meilleur que moi sur plein de sujets. Mais par contre j'ai toujours mon petit point de vue et puis mes petites remarques à faire. Mais je pense que voilà, c'est une question de feeling. Nous, Nidecker, on est une marque dans l'ADN. On aime que ça tourne, on aime que ça tienne sur la neige dure. On a une vision très alpine du snowboard, contrairement aux Américains, et Jones en fait partie, qui ont une vision beaucoup plus américaine du snowboard. Ça a toujours été le cas, hein. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est que le snowboard, c'est parti aux États-Unis avec des planches faites pour les conditions américaines. C'est venu en Europe après avec l'industrie du ski qui était très forte en Europe, qui a apporté l'écart, la semelle, les fibres, les rayons courts, tous ces côtés très tournants. Et Radiguet fait clairement partie des gens qui sont des précurseurs dans tout ça. Et puis après, c'est passé au Japon avec le côté un peu plus surfy, pow pow, jap pow, etc. Et puis c'est revenu en Europe, revenu aux États-Unis. Puis aujourd'hui, c'est un mix de tout ce genre de choses. Donc chaque marque a une spécialité. Moi, par exemple, il y a des planches chez mes petits copains de marque que je n'aime pas du tout, au même titre que je pense qu'eux n'aiment pas du tout ce qu'on fait. Et pour dire qu'est-ce que c'est qu'une bonne planche, alors dans la poudreuse, je pense que même une porte de toilette aujourd'hui, ça fonctionne. Après, sur la piste dure, sur l'équilibre d'une planche, etc., il y a quelques petits tricks que chaque entreprise et compagnie ont. Nous, on travaille énormément sur les rayons, on travaille sur adoucir les points de contact, sur le passage de quart à quart, sur le côté très grippant des planches. Et puis après, c'est des feelings, pied arrière, pied avant, etc. Donc je pense qu'il y a clairement des meilleurs snowboards que d'autres. Après, il y a des marques que moi j'essaye, malheureusement cette année c'est plus compliqué, mais normalement on essaye toutes les planches qu'on trouve intéressantes chez la concurrence. Et il y a plein de planches qui fonctionnent. Après, une planche qui marche bien pour moi, c'est une planche qui doit bien carver, qui doit être agréable et où tu ne dois pas batailler. Et puis c'est une planche qui doit avoir un style de snowboard, on va dire, un peu plus pied arrière. Ça, c'est mon goût personnel. Et puis après, en fonction de ça, je pense que voilà, c'est là où on décide qu'est-ce qui est bien pour soi ou pas bien pour soi. Et c'est la même chose dans le surf. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont adorer des planches hyper fines, courtes, hyper légères. Il y en a qui aiment les paquebots, il y en a qui aiment les planches entre deux parce que, comme moi, on a un peu de poids, donc on est obligé de compenser l'épaisseur de la planche avec le volume. Voilà, c'est ce genre de choses. Et moi, aujourd'hui, je pense que chez Nidecker, on essaie vraiment de retranscrire ce que moi j'aime dans le snowboard. Et à nouveau, c'est des planches qui font des beaux virages, qui tournent, qui crochent. Le rocker, on ne l'utilise pas forcément comme les autres marques avec beaucoup de rockers où justement ça manque un peu d'appui. Par contre, voilà, le jour où vous ridez dans 50 de poudre, une planche avec beaucoup de rockers, c'est plus agréable qu'une planche full cambre. Et encore, voilà, c'est plein de choses comme ça qui sont là. Moi, j'aime quand ça tourne, j'aime quand les rayons sont courts, j'aime quand les stances sont pas à 70 cm d'écart. J'aime mettre de l'angle. Et même si je viens du freestyle, parce qu'à l'époque, notre manière de rider, on avait des stances assez courts. Un Terry Hackenson qui a été de loin le freestyler le plus performant de l'époque et encore aujourd'hui, il est toujours bien présent. C'est un mec qui avait 48 de stance avec plus 25, plus 5 et qui n'était pas à la mode américaine, à la Delray Berg Co. Qui nous font bien rire parce que Dale,
c'est quand même devenu le Rep Nidecker en Californie. Donc, ce qui est assez cool, on se rappelle de mon souvenir qu'il y avait moins 15 plus 15 avec 70 d'écart, quoi. Donc, voilà. Pour répondre à la question rapidement, je pense que c'est une question de goût, c'est une question de personnalité. Après, ouais, il y a des planches qui ont été shapées il y a 20 ans qui sont toujours d'actualité. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des planches d'aujourd'hui qui seront toujours d'actualité dans 20 ans, comme il y a des planches aujourd'hui qui, dans 20 ans, seront complètement dépassées. Mais le plus important pour moi dans le snowboard, et c'est la beauté du snowboard aujourd'hui, et je pense que l'Europe est en train de se réveiller, en train de revoir le snowboard de plus en plus sur les pistes, c'est qu'en fait, on a recréé, grâce à des marques comme Jones, par exemple, dès 2008, une panoplie de différences entre les planches qui sont plus comme dans les années 2000, un twin tip, centré, taileron, nose rond. Aujourd'hui, il y a des planches pied arrière, des planches plus centrées, il y a des planches avec de nouveau des planches asymétriques, il y a des planches de freeride, il y a des planches de free carve, il y a des planches de freestyle, il y a des planches de poudre, il y a plein de choses aujourd'hui qui arrivent sur le marché, et plus on aura de diversité, plus on va toucher des gens qui vont rider de plus en plus et appartenir aussi à une sorte de clan, on va dire, de type de rider comme on l'a dans le surf avec les longboarders, les single fins, les mecs qui aiment les shortboards, les mecs qui aiment les board old school, les nouvelles planches, les planches bientôt de freestyle parce qu'avec les piscines à vagues, il y aura des planches twin tip qui vont arriver avec des ailerons dans tous les sens. Voilà, c'est cette diversité qui fait que voilà, le sport est beau. Le snowboard s'est reclus pendant une quinzaine d'années dans ce côté freestyle, perdu de saveur, où le seul truc qu'il fallait faire, c'est monter sur une barre en fer ou sur un mur en béton dans une ville. Aujourd'hui, on a des nouveaux feelings. Et ce qui est marrant, c'est que tous les gars qui ont snowboardé avec moi dans les années 90, qui se sont remis il y a une année, 3 ans, on va dire les 5 dernières années au snowboard, ils retrouvent des sensations en disant « Wow, putain, je m'éclate de nouveau, enfin une planche pour moi. Aussi la déco, putain, il n'y a plus que de la tête de mort ou une meuf à poil sur la... Voilà, parce que les choses ont changé, les choses ont passé. Puis il y a toute cette nouvelle génération qui est hyper enthousiaste. Moi, ma fille, elle a 7 ans. Elle adore faire du snowboard, même si je l'ai poussée et forcée à faire du ski au début. Tous ses potes, ils veulent faire du snowboard. Moi, mon fils, il croit que le ski, c'est pour les filles, parce que sa mère et sa sœur font du ski, et moi, je fais du snowboard, et il veut surtout pas faire de ski. Voilà. Mais il y a toute une nouvelle génération qui revient. Et puis voilà, ce qui est beau, c'est cette diversité. Et cette diversité, elle existe à travers les marques, elle existe à travers le groupe Nidecker, parce que plein de marques différentes. Et puis on s'éclate, puis c'est ça qui est beau, quoi. Eh ben, merci beaucoup Thierry pour ce petit morceau d'histoire du snowboard avec toi et avec toutes les boards Nidecker qui nous entourent, parce que depuis tout à l'heure on parle, moi je regarde les boards en même temps. Merci. Merci à vous. L'année prochaine, 40 ans de snowboard. En fait, moi j'ai gardé toutes mes planches que j'ai shapées, tout donuts et tout, je dois avoir 300 planches. Ah ouais, c'est un musée chez toi. Ouais, chez ma mère surtout, une gueule trop dessus parce que je remplis le tas de planches. Mais là, en fait, je suis en train de me refaire une collecte. Ah ouais, génial. Alors, ouais, mais ça, regarde, c'est celle-là. Le snow surfer avec des vieilles fixations de chaussures Ouais, c'était les chaussures de ski de l'époque, tu vois, avec fixation, pied avant, pied arrière comme ça, elle a du concave, il y a une dérive full derrière. Donc là, moi, je suis en train, voilà, Ça, c'est ça, toi, ça. Ça, c'est toi, moi. Putain, ouais, mais j'en ai encore, je sais pas, j'en ai plein encore. Et puis j'ai encore Cruiser, Elite. Ça, tu les as vendés ces boards? Non, ça, je les ai rachetés. Ouais. J'ai tout racheté aux US. Je suis tombé sur un autre passionné de snowboard qui vendait sa collecte. Et puis j'ai fait un coup, mon coup, et j'ai investi là-dedans.